Je déclare ce premier meet-up ouvert. Quoique je le referai bien tout à l'heure. En tout cas, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier meet-up consacré à un sujet crucial qui est la place des femmes dans la tech. En tant qu'ancienne judoka de haut niveau, j'ai évolué dans un environnement souvent perçu comme un domaine réservé aux hommes, tout comme c'est le cas aujourd'hui dans le secteur de la tech. À titre d'exemple, en France, les femmes ne représentent que 17% des effectifs dans les métiers du numérique et à peine 10% occupent des postes à responsabilité. Ces chiffres sont parlants et soulignent l'urgence d'agir pour changer la donne. Ce constat est d'autant plus frappant que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale et apportent une richesse inestimable en termes de compétences, de créativité et de leadership. Pourtant, elles rencontrent encore trop souvent des obstacles pour accéder aux mêmes opportunités que les hommes. Face à ces réalités, nous avons décidé de créer au sein de Hippon Technologies le collectif Go for Women en 2022. Notre mission est triple. Améliorer les conditions des femmes au sein de Hippon pour travailler dans un bien-être et renforcer l'inclusion, inspirer les jeunes filles à s'engager dans ce secteur-là et encourager davantage de femmes à accéder à des postes à responsabilité. Cependant, nous sommes convaincus que l'égalité des genres va bien au-delà des chiffres. Elle repose sur une transformation culturelle profonde. Ce soir, vous aurez l'occasion d'entendre 3 de nos collaboratrices inspirantes de Hippon aborder des sujets essentiels comme l'IA, les sexistes, l'accessibilité pour tous et l'importance d'oser prendre la parole. Le judo m'a transmis des valeurs fondamentales, le respect, le courage et la persévérance. Ces valeurs m'accompagnent toujours aujourd'hui. Le respect de soi et des autres, le courage de surmonter les obstacles et la persévérance de ne jamais abandonner. C'est avec ces mêmes principes que nous devons transformer durablement la place des femmes dans les métiers de la tech. Alors, ensemble, œuvrons pour que ces chiffres changent et que le monde de la tech devienne un secteur où chaque talent, indépendamment de son genre, trouve sa place pour évoluer librement. Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement toute la team Go for Women pour votre engagement quotidien, ainsi que chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une soirée riche en inspiration et en échange. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et à tous d'être là pour ce premier meet-up Go for Women. On est super contents de vous accueillir et merci déjà à toute l'équipe Go for Women de me donner l'occasion de speaker à ce premier meet-up et aux membres d'Hippon Lille de nous accueillir. Donc, big up à eux. Alors, comme vous l'avez compris, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de mettre les femmes à l'honneur, parce qu'on est trop forte. Et du coup, je vais commencer par vous parler de l'IA et des biais sexistes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de me présenter. Donc, je m'appelle Emmanuelle. Je suis cloud architecte et lead Azure chez Hippon Technologies depuis presque 2 ans maintenant, localisée à Strasbourg. Donc, je suis connue par mes pairs pour mon amour des technologies Microsoft, mais pas que. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de faire partager mes connaissances, mon envie, ma passion. C'est pour ça aussi que je suis membre et organisatrice du Microsoft Tech Group Strasbourg. Donc, n'hésitez pas à voir sur Internet. Et voilà. Donc, sans plus attendre, au programme ce soir. Donc, le thème, c'est l'IA et les biais sexistes. Donc, pour ça, en fait, je vais vous parler de quelques points. Le premier est l'IA et ses enjeux. Deuxièmement, c'est quoi l'IA, en fait? Comment ça fonctionne? Ce qui va nous permettre ensuite de comprendre comment les biais sexistes peuvent exister dans l'IA et comment on peut les identifier et trouver des solutions pour y remédier. Commençons par l'IA et ses enjeux. Donc, l'IA, c'est quoi? C'est une technologie qui imite les capacités humaines, telles que l'apprentissage, la prise de décision, la reconnaissance de la parole, des images, bref, tout un panel de choses qu'elle nous permet de faire hyper facilement. Aujourd'hui, l'IA, elle est
partout. Des applications mobiles aux voitures autonomes, en passant par les systèmes de recommandation Netflix, Amazon Prime, les assistants virtuels comme Siri, Alexa, bref, vraiment partout, partout, partout. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, cette technologie elle a progressé à pas de géant ces dernières années grâce à plusieurs choses, donc notamment grâce au big data et à la disponibilité massive de données, aux améliorations des puissances de calcul avec des nouveaux GPU, les technologies de cloud computing et à l'émergence de techniques d'apprentissage automatique telles que le machine learning et le deep learning. Bref, il y a eu pas mal d'évolutions à ce niveau. Et en fait, ce qui est cool avec l'IA, c'est que vraiment, elle a opéré des transformations dans plein de secteurs, tels que la santé, avec des systèmes d'aide au diagnostic, les transports, avec les voitures autonomes, les services financiers, pour la détection des fraudes, l'analyse prédictive des marchés, etc. Même les ressources humaines, avec de l'aide au tri des profils que l'on veut recruter. Cependant, en fait, l'IA, maintenant qu'elle a vraiment pris en ampleur, il se pose des questions. Il y a vraiment des préoccupations qui ont émergé avec la question notamment des biais dans les données, les algorithmes, etc., qui peuvent avoir un vrai gros impact sur toute la population, et en particulier sur certains groupes, dont notamment les femmes. Alors l'objectif de ce talk, c'est vraiment d'explorer comment l'IA fonctionne, pourquoi elle est sujette à ces biais, les biais sexistes, et on va, à travers cela, on va examiner comment elle fonctionne et comprendre pourquoi on en arrive à ce point, et surtout quels sont les impacts de ces biais sur la société actuelle. Mais commençons par le commencement, qu'est-ce que l'IA ? Donc, l'IA, en fait, ce sont des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine, telles que, comme je l'ai déjà dit, la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel, bref, toutes sortes de choses. Ces systèmes, ils sont formés à partir d'un vaste ensemble de données et utilisent des algorithmes pour apprendre à partir de ces données. L'IA peut ainsi donc détecter des patterns, prendre des décisions sur la base de ces analyses, et ça avec une très grande précision. Actuellement, l'IA qu'on utilise est dite de type spécialisé, c'est-à-dire qu'elle excelle dans un domaine particulier, mais qui ne peut pas se générer à des compétences, qui ne peut pas générer ses compétences à d'autres tâches. L'IA forte, dont je vous parlerai un peu après, qui serait capable potentiellement d'accomplir toutes les tâches cognitives d'un humain, reste pour l'instant assez théorique. Un petit récap, on est sur différents types d'IA. Donc la première partie, c'est l'IA faible, donc elle est spécialisée dans un domaine spécifique ou une tâche spécifique. Elle ne possède pas la capacité de généraliser ses compétences à d'autres choses que pour ce pourquoi elle a été programmée ou entraînée. Exemple, Siri, Alexa, les systèmes de recommandation Netflix. L'IA forte, par contre, elle, c'est une forme d'IA qui serait capable de comprendre, d'apprendre, d'appliquer des connaissances dans une grande variété de domaines, exactement comme le ferait un être humain. Contrairement à ce qu'on appelle l'IA faible, elle serait capable de transférer ses compétences d'un domaine à un autre et de s'adapter en fonction des situations. C'est encore, bien que la recherche elle progresse très rapidement, pour l'instant on n'en est pas encore à ce point, bien que les chercheurs estiment qu'elle pourrait arriver dans les prochaines décennies si on résout les problèmes techniques et d'éthique qui émergent de ces besoins. Mais une IA, comment ça fonctionne ? Très simplement, en fait, une IA repose sur des mécanismes qui peuvent sembler sophistiqués, qui en fait sont assez simples à appréhender sur le principe, pas sur l'implémentation technique. Les spécialistes de l'IA sont là pour ça et merci à eux. Le premier, en fait, c'est les deux principes sur lesquels repose une IA, ce sont les données et les algorithmes. Les données fournissent de l'information à partir de laquelle les systèmes d'IA apprennent, et les algorithmes, en fait, sont des règles et des processus que les IA
et utilise pour analyser ces données, en tirer des conclusions. Pour qu'une IA fonctionne, elle doit être efficacement, elle doit être entraînée sur un ensemble en fait de données. Par exemple, ça peut être pour un système de reconnaissance d'images, des millions d'images avec des tags chien, chat, âne, ce que vous voulez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si en fait ces données sont mal traitées, ce qu'on verra en fait par la suite, mais si ces données sont mal traitées, mal étiquetées, mal gérées de base, ça peut donner lieu à des modèles biaisés. Vous commencez à saisir un peu ce qui va se passer par la suite. Le deuxième sont les algorithmes en fait, d'apprentissage, deep learning, machine learning, etc. Donc ce sont grosso modo des formules mathématiques qui prennent les données et modifient les modèles pour apporter précision et faire des prédictions. Ils ajustent constamment en fait, leurs paramètres pour y arriver. Voilà, donc là vous avez un petit aperçu de comment fonctionne l'IA. Maintenant rentrons dans le vif du sujet, les biais sexistes. Avant de commencer, je vais vous montrer que des biais sexistes, il en existe déjà plein en IA. Le premier, c'est Amazon et son IA de recrutement. En 2018, en fait, Amazon a mis en place un algorithme pour automatiser en fait, le tri des candidatures. Et cet algorithme, aux surprises, s'est révélé biaisé contre les femmes, en fait. En effet, ils avaient pris comme source des données historiques. Et ces données historiques, en fait, concernaient des domaines très techniques où les hommes étaient surreprésentés. Malheureusement, du coup, ça pénalisait les femmes. Puisque, par exemple, en fait, des choses qui... une femme qui disait j'ai participé à un club d'échecs, Women's Chess Club, était forcément pénalisée là-dessus. Deuxième chose, alors ça mixe plusieurs biais en plus, les systèmes de reconnaissance faciale. Donc c'est vraiment un des exemples que l'on peut le plus trouver, c'est ces systèmes qui permettent de reconnaître un visage. En fait, il montre une précision inférieure, nettement, mais vraiment nettement inférieure sur les visages de femmes, et en plus sur les visages de femmes noires, ce qui est très grave. En fait, il y a une étude menée par le MIT et l'université de Stanford qui a dit que les taux d'erreur étaient de 34% pour les visages de femmes noires, alors que de 0,8% pour les visages d'hommes blancs. On voit quand même un certain gap. Après, on peut aller encore sur d'autres terrains comme les stéréotypes et les médias, où par exemple, si vous voulez générer une image de PDG, on va vous mettre quoi? Aux surprises, un homme blanc. Voilà. Mais on en trouve vraiment partout. Alors je vous invite juste à faire un petit test pour ceux qui ont Google Trad, par exemple, sur votre téléphone. Alors, vous allez mettre en français la phrase « Je suis une chirurgienne aidée par un infirmier ». Vous allez ensuite la traduire en anglais, prendre la phrase anglaise et la retraduire en français. Et vous allez me dire ce que ça donne à la fin. Je suis une chirurgienne aidée par un infirmier. Et du coup, ça donne quoi? Je suis un chirurgien assisté. Voilà, je suis un chirurgien aidé d'une infirmière. Et vous avez fait face à un biais sexiste. Donc vous voyez qu'on y est vraiment confronté. Alors je vous ai donné des gros exemples, mais on y est vraiment confronté dans la vie vraiment de tous les jours. Et ça perpétue en fait beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'inégalités en fait partout. Mais on verra ça par la suite. Mais ces biais sexistes, ils sont dus à quoi en fait? Première chose, ces biais sont dus aux données biaisées. Alors, les algorithmes, en fait, comme je l'ai déjà expliqué, ils sont entraînés sur d'énormes ensembles de données tirées, bien entendu, du monde réel. Et ces données qui sont tirées du monde réel, qu'est-ce qu'elles contiennent? Des stéréotypes, par exemple, de genre et des inégalités.
Par exemple, si les données contiennent majoritairement des hommes occupant des postes de chirurgiens et des femmes d'autres postes type des infirmières, les IA en fait, sont entraînées sur ces modèles-là et donc vont forcément traduire en fait, ces inégalités. En fait, c'est particulièrement problématique déjà dans des domaines tels que la traduction, mais pas que. La deuxième chose, en fait, ce sont les algorithmes biaisés. Vous vous rappelez, une IA, ça se base sur des données, et puis ça interprète en fait, ces données via des algorithmes. Les algorithmes, même s'il y a des données en fait, plus équilibrées, si les algorithmes peuvent être biaisés si les développeurs ne tiennent pas compte en fait, des particularités des différents groupes de population. Par exemple, dans les systèmes de recrutement automatisés, exemple, on va peut-être privilégier certains attributs en fait, qui sont plus présents sur les CV masculins, comme des expériences professionnelles, des durées d'expérience ou des expressions techniques, peu importe. Et du coup, les décisions qui sont prises lors de la conception de ces algorithmes peuvent amplifier les biais déjà préexistants. Troisième chose, c'est aussi le manque de diversité dans les équipes de développement. Les équipes qui conçoivent les systèmes d'IA sont souvent homogènes en fait. On ne va pas se mentir que dans la tech, on n'est pas nombreuses, encore moins dans les domaines très techniques et très pointus, malheureusement. Et ce manque de diversité, en fait, il entraîne des perspectives limitées lors de la conception de ces systèmes. C'est-à-dire que les développeurs, en fait, ils ne peuvent pas identifier, en fait, ils n'y pensent même pas que ça peut concerner une partie de la population. Et du coup, ils établissent ces algorithmes sans en tenir compte, ce qui est un peu dommage. En fait, ces biais, ils existent, mais quelles sont les influences que ça peut avoir ? Le premier, ce sont le renforcement des stéréotypes de genre, et pas que. Par exemple, quand les systèmes d'IA ils associent automatiquement certains rôles ou professions à des genres, ils renforcent les stéréotypes sociaux. Vous êtes une femme, vous êtes une infirmière. Ça peut, et du coup, ça a quoi comme influence ? Déjà, en fait, c'est très dur dans l'imaginaire collectif de se dire, en fait, c'est une femme, elle peut être aussi bien médecin qu'infirmière. Et voilà, en fait, c'est des choses qui vont, en fait, décourager les gens et décourager aussi les femmes de s'investir dans ces domaines. Parce que, c'est, mine de rien, même si on n'est pas à l'origine de ces biais, on les subit, en fait. Et on a quand même quelque chose qui nous dit, non, peut-être que je serais peut-être mieux dans cette voie. Ça peut aussi avoir des effets, par exemple, dans la discrimination pour l'emploi. Si on a, par exemple, des systèmes de recrutement basés sur l'IA, et que c'est mal entraîné, que les modèles ne sont pas bons, en fait, on va écarter des candidatures, bien que compétentes, de femmes sur certains types de postes. C'est pas ouf. Et même aussi, ça peut aller beaucoup plus loin parce que, par exemple, dans tout ce qui est santé, les biais algorithmiques peuvent entraîner des traitements inégaux pour les femmes. Si, par exemple, ces algorithmes sont faits spécifiquement pour des paramètres d'hommes, ce qui entraîne des retards de diagnostic, plus de mortalité, moins bonne prise en charge. Ça peut avoir vraiment des grosses influences. C'est pour ça qu'il faut les détecter et y remédier. Alors, là, dans cette partie, ce qu'on va voir, c'est vraiment voir comment on peut détecter et réduire ces biais dans l'IA. L'objectif, c'est vraiment de créer des systèmes plus justes en adoptant des pratiques responsables et mettre des efforts là-dedans parce que ça, vraiment, c'est important. La première méthode qu'on pourrait mettre en place, c'est les audits d'algorithmes pour détecter ces biais avant la mise en production, par exemple. Donc les audits algorithmiques, c'est une méthode essentielle vraiment là-dessus, puisqu'ils permettent de surveiller non seulement la performance des modèles, mais aussi la performance des modèles sur des sous-groupes de population qui sont sous-représentés. Les femmes, par exemple. Alors, il y a les GAFAM qui ont déjà fait pas mal de choses. Par exemple, Microsoft, je fais un peu de pub, mais
Microsoft a mis en place ce qu'on appelle EBM, donc l'Explainability Boosting Machine, qui en fait rend transparent les différents modèles qui sont utilisés dans leurs algorithmes d'IA. Il y a aussi Google et IBM qui ont développé leurs propres outils tels que Fairness 360, les What If Tool, etc. pour étudier l'équité des modèles dans leur de machine learning. Et du coup, en fait, ils appliquent tout ça sur divers groupes de population pour que ça fonctionne bien. Il y a aussi, donc là c'est des biais assez directs, mais il y a aussi les biais indirects. Parce que par exemple, là, ok, il y a quelque chose qui dit bah, je suis une femme donc, mais il y a aussi j'ai fait une pause de 3 ans. Pourquoi ? Je suis une femme parce que on suppose que je suis une femme parce que j'étais en congé maternité. Ça correspond à un congé maternité. Donc en fait, ces biais, par exemple indirects, servent de substitut de genre et créer des biais dans la prise de décision des IA. Donc il faut aussi des choses comme de la régulation des attributs pour en minimiser les effets. C'est quoi la régulation des attributs ? C'est en gros en désaffectant, entre guillemets, les caractéristiques qui peuvent être corrélées à un genre en particulier. Deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est l'utilisation de données, la diversification des données, parce qu'une des causes de ces biais, c'est l'utilisation de données d'entraînement qui ne sont pas représentatives. Donc déjà, il faut faire un gros effort sur la collecte de données vraiment représentatives. C'est-à-dire que, en fait, on va se forcer, de manière globale, à recueillir des données auprès de groupes sous-représentés, comme les femmes dans des secteurs spécifiques ou même des minorités, enfin bref, des minorités au global. Et il y a des initiatives pour ça, telles que Datasheets for Datasets, qui proposent un cadre en fait pour aider à aller dans cette voie. Il y a une deuxième chose en fait qui peut être intéressant, c'est le resampling. Alors le resampling en fait, c'est en fait le suréchantillonnage de groupes et de données qui sont sous-représentés en fait. Comme ça, ça permet d'avoir un équilibre et de ne pas jouer sur la pondération, mais d'avoir quelque chose d'assez équitable au final. Donc, c'est des techniques qui peuvent être mises en place pour justement rétablir l'équilibre au sein de la force. Au niveau technique, il y a des techniques algorithmiques aussi, telles que le Fairness Aware Regularization, pour contraindre les algorithmes en fait à maintenir l'équité. Ça permet, par exemple, au niveau des réseaux de neurones, d'introduire des pénalités en cas de biais ou des choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Et aussi, lors des réentraînements, c'est de réentraîner le modèle avec de plus en plus des données équilibrées, en fait, pour que le groupe démographique soit équitablement représenté. Et enfin, la diversité dans les équipes de dev. Comme je l'ai dit, il y a dans la tech et dans les milieux très pointus comme les femmes sont sous-représentées, les minorités de manière globale sont sous-représentées. C'est pour ça qu'il est important d'inclure ces minorités au sein des équipes de développement pour avoir le plus de paramètres possibles à prendre en compte. Ce qui nous amène à quelque chose qui est peut-être un peu moins technique et un peu plus haut niveau, mais il faut absolument une réglementation éthique de l'IA. Ça devient vraiment en ce moment une priorité parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et il y a la Commission européenne qui essaye de faire des choses. Il y a pas mal de cadres législatifs qui se mettent en place pour ça. Mais vraiment, là, il faut forcer parce que c'est pas dans 3-4 ans qu'on y arrivera.
C'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Pour finir, maintenant que je vous ai bien mangé la tête, donc voilà, je tenais à vous rappeler que l'IA, c'est un outil qui est fantastique. Il a vraiment une bonne influence sur beaucoup de secteurs clés, les transports, la finance, la santé, bref. Mais l'utilisation, elle doit être collective. Et la manière dont la responsabilité de l'utilisation doit être collective. Que ce soit les développeurs qui les conçoivent, qui doivent garantir, en fait, des développeurs et développeuses, qui doivent garantir, en fait, des systèmes inclusifs, des audits, des choses comme ça, et aussi les régularisations, la réglementation éthique de ces IA avec voilà, les initiatives de l'UE, les initiatives de l'UNESCO, bref, vraiment pas mal de choses. Donc il faut être vigilant et on a tous à y gagner pour des IA sans biais et surtout des IA sans biais sexistes. Alors je vais beaucoup parler de biais sexistes, mais il y en a tellement d'autres et ça repose exactement sur les mêmes fondements. Donc vraiment faites attention. Voilà pour moi. Pour le deuxième talk, on va donc aborder l'accessibilité numérique. Donc en premier lieu, je vais me présenter parce que j'ai oublié ma ma slide de presse. Donc moi c'est Catherine, je suis designer chez Ypon et spécialiste de l'accessibilité numérique concernant donc le design et aussi la partie front-end. Donc là en fait je vais vous proposer un petit talk un peu franc, c'est-à-dire que mon approche va aborder l'accessibilité de manière un peu active et limite un peu militante. Alors, voilà. Donc dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'accessibilité numérique et les enjeux. Ensuite, voilà, pourquoi on n'avance pas. Donc petit constat. Et puis ensuite, on va voir une approche via les parrains APIC, qui finalement, on va voir un petit peu si ça a pu faire avancer le regard, si ça a pu faire avancer aussi l'inclusion. Et puis en quatrième, juste vous donner quelques petits tips rapides pour voir un petit peu comment on peut travailler l'accessibilité de manière concrète. Alors l'accessibilité numérique, est-ce que au sein de l'auditoire, vous connaissez ce que c'est que l'accessibilité numérique? Bon, je vais la faire courte. C'est très simple. En fait, l'accessibilité numérique, c'est sur un site web ou sur une application mobile aussi, c'est rendre accessibles tous les contenus de manière très simple, de manière utilisable. Donc ça va impliquer l'expérience utilisateur, ça va impliquer que n'importe qui va pouvoir accéder au contenu de manière totalement ouverte et puis compréhensible aussi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que tout type de contenu, tout type d'interaction va pouvoir être simple, accessible en termes de clics, en termes de manipulation, soit sur la souris, mais aussi sur les lecteurs d'écran, et puis robuste. Alors robuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au fur et à mesure des mises à jour d'appareils, d'ordinateurs, etc., ou de logiciels, eh ben, le site web n'est pas impacté et le contenu, finalement, restera toujours disponible. Donc, en fait, ce sont des principes de base qui rendent en fait l'accessibilité nécessaire. En rappel aussi, il s'agit de qui pour l'accessibilité numérique en termes de handicap. Là, c'est hyper important parce que le terme de handicap, c'est à la fois la personne handicapée tout au long de sa vie, mais aussi en situation de handicap. Ça veut dire momentanée, semi-permanente, ou alors si on a eu des accidents. Et là, en termes de chiffres, on voit que finalement, c'est 1 personne sur 5 de la population française, et que finalement, on est un peu tous impactés, et on peut tous être touchés par le handicap. Soit parce qu'on s'est cassé le bras, on s'est cassé la jambe, ou le poignet.
ça peut dépendre. Ensuite, en termes d'accessibilité numérique, on va avoir 2 référentiels très importants. Donc c'est assez cadré finalement, l'accessibilité numérique. On a un référentiel international, qui est donc le WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, tout type de site web. Et en France, on a le RGAA, RG2A. Donc c'est un référentiel qui fait vraiment office, qui fait la loi sur tous les sites web français. C'est une série de critères qui nous permettent en fait d'envisager déjà certaines actions pour rendre accessible le site web et en même temps de pouvoir donner un score. Et ça, aujourd'hui, le score, c'est très important parce que c'est une des références qui va dire si le site web est accessible ou pas. Et dernier petit rappel, on a le rappel des différentes dates, des différentes échéances qui sont passées et qui sont à venir. Donc très rapidement, on a eu des décrets, on a des articles, et en fait, celui qui va venir, ça va être celui de 2025, où là, en fait, ça va englober tout ce qui a été fait en France et qui va faire loi sur une loi européenne d'accessibilité numérique. Ce qu'il faudrait dire juste sur ces lois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des amendes, et avec les dernières lois qui datent de 2023, on a maintenant un organisme qui est capable, en fait, d'imposer à une entreprise, alors en général, c'est l'entreprise publique, mais ça va aussi englober en 2025 toutes les entreprises privées, pas les PME, alors avec certains types de caractéristiques, mais en grande partie l'ensemble des entreprises. Et cette loi européenne va donc encourager vivement tout le monde à avoir des sites web, des applications mobiles ou des supports de mobilier digitaux accessibles. Donc finalement, au fur et à mesure des années qui passent, eh ben, on impose de plus en plus la nécessité de rendre accessibles tous les appareillages et les produits et services numériques. Ah d'ailleurs, l'organisme en France, c'est l'ARCOM. J'ai oublié. Alors ensuite, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu sur un baromètre qui est de la Fédération des aveugles de France, faire un petit point d'état des différents sites qui sont contrôlés. Alors là, c'est vraiment un panel de sites, mais de montrer un petit peu où est-ce qu'on en est en France sur tous les critères et surtout le référentiel RGAA. À savoir que pour être accessible, on a besoin en fait d'éditer une déclaration d'accessibilité sur le site web qui doit être accessible dès la page web, dès la page d'accueil et en pied de page normalement. Ou alors sur le menu, c'est encore mieux. Et puis ensuite, on doit donner le score suite à un audit, parce que le RG2A en fait permet de faire un audit et d'avoir un score. Et puis, quand on parle de nombre de schémas publiés, il s'agit d'un schéma en fait de plan sur 3 ans sur comment en fait l'entreprise va rendre ses sites ou ses supports numériques accessibles. Et souvent, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on a souvent une page de déclaration qui est parfois incomplète, qui ne donne pas le score et qui ne donne pas le schéma. Donc, ce n'est pas accessible, normalement, même si finalement ils ont un score. Ça va jusqu'à présent? Parce que c'est un peu... Au fur et à mesure, ça complexifie les choses. Et là, c'est donc sur la conformité totale sur le RGA. Donc on a une échéance l'année prochaine, qui va être le 28 juin, et on n'en est même pas à 1%
sur le panel, hein. Mais bon, si on augmente le nombre de sites audités, ça ne va pas beaucoup faire monter la note, enfin le pourcentage. Donc voilà, donc on en est très très loin, malgré les lois, malgré, on va dire, les sanctions, et l'Arcom commence seulement à mettre en demeure des entreprises, comme des universités, comme des entreprises privées, et aussi d'autres organismes à but public. Enfin, à but public. Service public, pardon. Alors, je vous propose juste un petit cas, un peu personnel, via ma fille, qui a dû s'inscrire à une université pour la rentrée. Et donc, imaginons qu'on a besoin de s'inscrire à une université pour suivre donc des études supérieures, normales, jusqu'ici tout va bien. Et là, on commence déjà à avoir un petit problème. C'est-à-dire que sur la page de Google, on peut déjà constater que bon, il n'y a pas beaucoup d'universités qui ont fait l'effort d'être accessibles, ou du moins qui ont fait l'effort de rendre leur site potentiellement consultable et utilisable par des personnes malvoyantes, handicapées moteurs ou d'autres choses. Et en même temps, il faut savoir qu'en fait, l'inscription à une université est maintenant exclusivement, sur la grande majorité des universités, exclusivement numérique. Et dans l'expérience vécue, il a fallu donc payer l'inscription, sinon on n'est pas inscrit. Et on a dû créer un compte, enfin du moins une communauté WhatsApp, parce que plus de 120 personnes ne trouvaient pas le lien pour justement payer l'inscription et utiliser la page de recouvrement. À savoir que bon, recouvrement, c'est pas terrible non plus comme terme pour juste payer une inscription. On était en règle. Mais voilà. Donc, ah oui, je veux bien, merci. Parce que là... Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, même pour un... Merci beaucoup. Même pour une démarche qui est somme toute quand même importante, qui va déterminer les 2-3 ans de l'étudiant, l'étudiante, et maintenant on est contraint en fait de subir des parcours et des utilisations de sites web qui sont extrêmement difficiles. Même si je suis valide. Bon, je suis un peu astigmate, mais je suis valide. Donc, alors, comme je veux quand même rester positive, je vous ai juste partagé une université de Lorraine. Non pas que je sois Lorraine, pas du tout. Mais en fait, c'est un site qui, eux, en fait, ont vraiment pris les devants et ont créé un site particulier qui est adapté aux personnes handicapées, tout type de handicap, et qui propose même des services qui sont vraiment adaptés pour différents types de handicap. Et ce site est rattaché à l'Université de Lorraine. Donc comme quoi, c'est possible d'avancer et de proposer des services. Et donc, qu'est-ce que nous dit Bruno Gendron, qui est donc président de la Fédération des aveugles de France? C'est que finalement, ça va au-delà d'un service en fait, qui va être sur l'accessibilité numérique. Il s'agit en fait d'inclusion, parce que c'est aussi un droit pour participer à la vie sociale et être citoyen à part entière. Et ça, en tant que valide, parfois on a tendance à l'oublier, que les personnes qui peuvent avoir des difficultés, soit de vue, de vision, soit moteur, soit sonore ou d'autres types de handicap, ils sont bloqués. Et ils n'ont pas du tout les moyens pour justement accéder à cette vie sociale qui est quand même la base. Donc voilà, une petite slide pour vous dire que l'accessibilité numérique, c'est l'inclusion. Et donc ça rejoint un petit peu ce que nous racontait Emmanuel par rapport donc à des difficultés d'inclusion dans le numérique.
Alors pourquoi cela n'avance pas? Alors ça, cela n'engage que moi, mais je vais quand même vous partager. C'est que la question du numérique, c'est avec qui on travaille. Parce que finalement, ça part de là. Les personnes qui font le numérique génèrent un numérique à leur image, à notre image. Et personnellement, je n'ai pas beaucoup travaillé, voire très peu, avec des personnes handicapées, ou en situation de handicap, ou d'autres problématiques de malvoyance, ou d'autres choses de mobilité. Et ça, je pense que si on intégrait beaucoup plus les personnes handicapées, alors que ce soit le numérique ou autre chose, je pense que ça impacterait directement, en fait, le numérique aussi. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Emmanuel. Et j'ai finalement beaucoup plus travaillé avec ce panel de créateurs, de doueurs, comme on dit. J'ai fait un test sur mes 3 dernières missions. J'étais la seule femme. Alors, encore moins, malheureusement, en termes de handicap, c'était inexistant. Et en fait, ces visuels-là, je les ai pris sur le site de Meetup France. Comme quoi, c'est aussi quelque chose qu'on véhicule et qui est une certaine normalité. Et je pense que notre vision de valide, le fameux terme de validisme, est très ancré et beaucoup dans la tech. Alors souvent, Monsieur X m'a souvent dit, et il y a beaucoup de Monsieur X, on n'a pas de handicapés dans nos utilisateurs. Donc pas besoin de faire d'accessibilité. Pourtant, même en tant que valide, j'ai une utilisation de fonctionnalités qui sont propres à des personnes handicapées. J'ai pas un, j'ai 2 chats. Ben, j'ai souvent ce problème. Et que puis-je faire? Spoiler ou pas? Exactement. Et que puis-je faire? Donc heureusement que j'ai bon, toutes les fonctionnalités de Voice, mais aussi ce site qui permet aussi de parler avec son ordinateur et qui nous permet donc de trouver un moyen de faire partir notre chat de notre clavier. Mais tout ça pour dire qu'en fait, effectivement, le handicap, c'est quelque chose qu'on considère de manière sortant de notre vie, sortant de notre quotidien, alors que franchement, on utilise tous aujourd'hui des outils, des appareillages qui sont pour les personnes, enfin, qui ont été destinés à des personnes handicapées. Pas plus tard que ce matin, en prenant le métro, on prend tous l'escalator. Et l'escalator, c'est pas pour les personnes valides, c'est pour les personnes handicapées moteurs. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, où en fait, on oublie complètement que plein de choses aujourd'hui agrémentent notre quotidien et qui sont destinées à des personnes handicapées. Donc il faut les inclure beaucoup plus dans nos métiers, dans nos agences, dans nos entreprises, et beaucoup plus travailler avec eux. Je pense que ça résoudrait pas mal de choses par rapport à la vision qu'on a sur l'accessibilité numérique. Et donc j'en viens à cette fameuse vision des Paralympiques. Est-ce que vous avez suivi les Paralympiques? Parce que je vais en parler là, mais... Ouais. Et ça vous a plu? Bon, bah cool. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré. Donc là, je reviens un peu sur les arguments qu'on a souvent quand on parle d'accessibilité, en disant « Est-ce que ton site, tu vas le faire accessible? Est-ce que ta charte graphique est accessible? Est-ce que finalement, on va réaliser le produit, le service de manière accessible? Est-ce qu'on a des US accessibles? On verra plus tard. C'est pas important. Enfin bon, non, là je commence déjà à teaser. Donc. Et l'idée, c'est peut-être de voir un petit peu sur une vision de sportifs qui nous ont prouvé un petit peu différentes petites choses. Par exemple, Pauline, qui donc est championne de France de tennis fauteuil
et qui a tenté cette année, Paris 2024, de devenir championne olympique. Elle n'y est pas parvenue, encore. Mais en fait, ce qui est assez incroyable dans son histoire, c'est que dès qu'elle elle s'est réveillée, en fait, grosso modo, qu'elle s'est réveillée de sa première opération, la première chose qu'elle a dite, c'est « Ne vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024 ». Donc, avec une jambe en moins, elle avait déjà en tête un défi pour vraiment se motiver. Alors au début, c'était une survie, mais après, c'était une façon de vivre, une façon de vivre autrement. Et elle ne s'est pas arrêtée à son handicap. Et ce qui est assez impressionnant dans les Paralympiques, c'est que c'est souvent des leçons de vie, en fait. Là, je fais du coup un peu mon anti-validiste, mais il y a les athlètes valides, les athlètes paralympiques. C'est un peu pareil. Mais c'est quand même assez extraordinaire sur toutes ces histoires de vie où on voit que finalement, toutes ces personnes arrivent à faire du sport comme des vrais athlètes et en même temps qui sont super motivées. Émilie nous parlait de courage, de persévérance. Et c'est vrai que finalement, les valeurs du sport sont encore plus fortes face à des exemples de ce type-là. Ensuite, on a un autre argument, c'est trop tard, on a trop avancé, c'est trop tard. Et là, quelle athlète? Je vous propose Sandrine Martinet, qui en fait est championne paralympique judo, et vice-championne donc pour cette année, enfin pour Paris 2024. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est quelqu'un qui avait eu de grosses difficultés sur un autre olympique, où elle s'était en fait cassé la malléole, et elle avait perdu sur une finale. Et en fait, elle y est retournée. Donc cette Sandrine a 41 ans, et en fait, elle n'a pas eu la médaille d'or, mais elle a vraiment vaincu, en fait, elle s'est un peu vaincue elle-même. Et elle nous dit, cette médaille est symboliquement extrêmement belle. Ce n'est pas de l'or, mais elle vaut de l'or. Et en fait, par rapport à l'accessibilité, c'est que faut peut-être pas se dire, ouais, on va être accessible tout de suite à 100%, mais on va essayer d'y aller et d'arriver à une certaine étape qui va nous permettre de travailler l'amélioration continue. Ensuite, on n'a pas les moyens. Donc ça, c'est vraiment le gros argument. Et là, je vous propose juste Laurent Chardard. Il a donc... vous connaissez son histoire? Oui, mais là... donc Laurent, lui, il nageait à la Réunion. Enfin, il faisait du surf. Et il a été attaqué par un requin. Et donc il a perdu une jambe et un bras. Et là, donc, il a eu la médaille de bronze aux 50 mètres papillon. Et en fait, sa caractéristique, c'est que, en fait, il a perdu ses membres du même côté. Donc, ce qui crée un énorme déséquilibre. Et donc, en termes de moyens, on peut se dire qu'il n'en a pas eu beaucoup. Et pourtant, il a réussi à avoir la médaille de bronze du 50 mètres. Donc, il y a des fois, en fait, effectivement, on va avoir pas beaucoup de moyens, mais on peut commencer à faire quelque chose. Et on peut se rendre compte que finalement, on peut arriver à aller loin, finalement, même si on se dit, ouais, mais on a fait juste un petit peu, mais c'est déjà ça. Il faut vraiment travailler à la progression, en fait. Et lui, il continue, ça ne change rien. Je continue le skateboard, le surf et le bodyboard. Donc c'est un super exemple. Et aussi, c'est trop compliqué. Donc ça, bien évidemment, on peut avoir des difficultés pour appréhender l'accessibilité numérique. Parfois, on peut se dire, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas où commencer, etc. Et là, je voudrais juste citer Sheetal Devi, où là, effectivement, ça peut être compliqué, mais la solution qu'elle propose, c'est finalement une bonne solution par rapport à la complexité de tirer à l'arc sans bras. Et donc, ce que je voudrais juste dire, c'est que pour Sheetal, elle est juste fière d'avoir pu participer au jeu en étant si jeune. Effectivement, elle a 17 ans.
mais elle a gagné à chaque fois une médaille. À chaque fois qu'elle faisait une compète, elle gagnait une médaille. Donc là, c'était par équipe, mais c'était quand même énorme et ça a pas mal buzzé pendant les Paralympiques. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, même avec peu de moyens ou avec trop de complexité, on peut déjà commencer à faire quelque chose en accessibilité. Tout est une histoire de point de vue et de regard qu'on porte aussi sur les défis qu'on a en face de nous par rapport au numérique. Et encore les moyens. Là, je voudrais juste citer l'équipe de Sissi Foot. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe d'amateurs. Et c'est quand même assez incroyable qu'ils aient réussi à gagner sur cette finale assez incroyable au tir au but. Moi, franchement, au début, j'y croyais pas. J'ai vu les premiers matchs de poule. Je me suis dit, mais ils n'y arriveront jamais, c'est pas possible. Et incroyable, ils ont vraiment progressé. Ils sont restés tenaces, persévérants, courageux. Et rien que de voir des équipes aveugles, ou du moins aveuglées par ce système, et continuer à faire du foot, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, tout ça pour dire que franchement, en termes d'accessibilité, c'est quelque chose qui est accessible. Tout est dans le terme. Et du coup, c'est vrai que des fois, on se dit « ouais, mais bon, ça va être trop compliqué, on est trop avancé, on n'y connaît rien ». Mais en fait, on a tout qui est accessible sur les sites internet. Vous tapez RG2A et vous pouvez déjà avoir des grilles pour imaginer les choses. Et donc pour avancer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, je vous ai donné 11 points d'accessibilité numérique facile. Alors c'est moi qui le dis. Je ne m'avance pas et je ne vais pas juger. Mais vous avez en fait deux parties. Dans la première partie, ça va être une navigation claire et adaptée. Mais cette navigation, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas que les personnes en handicap. Si on a une difficulté de navigation sur un site, nous-mêmes, on va galérer. Et ça ne va pas nous plaire. Et du coup, on va juger ce site. Tester la navigation en clavier, juste avec la touche... J'ai un trou. Merci. Vous suivez, c'est bon. Et puis ensuite, veiller à la sémantique HTML. Bon, alors ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est quand même la base, le HTML. Tout ce qui est pour le front-end, le dev. Bon, le HTML, c'est une sémantique qui est vraiment relativement facile, qui est presque une approche linguistique. Et puis ensuite, on a plein d'autres choses, les formulaires, les messages d'erreur. Mais finalement, ce sont des choses qui concernent tout le monde et qui sont importantes à gérer dès la conception. Donc, il faut des designers UX dans les équipes, dans les projets, parce que c'est là où justement on traite ce genre de choses. Et puis, les contrastes couleurs, les textes, les images. Moi, je suis astigmate. Il y a un quart des sites, je ne peux pas les lire. Trop petits, trop fins. Et puis les problèmes, ça chasse. Et moi, ça m'explose les yeux. Sinon, à droite, ça va être plutôt côté contenu. Attribuer des titres à des liens. Il faut que ce soit lisible, compréhensible. Les sous-titres aux vidéos. Des fois, nous, on va regarder quelque chose dans un train. On va peut-être avoir besoin d'avoir les sous-titres. Parce qu'on ne pourra pas entendre. Donc voilà. Puis plein d'autres petites choses qui sont quand même assez simples d'approche, il me semble, et donc accessibles. Mais finalement, il ne faut pas oublier l'objectif qui est en fait de travailler pour l'inclusion et pour travailler avec tout type de personnes, la diversité. Donc Emmanuel, tu parlais d'inclusion, moi je vais rajouter diversité. La diversité de travailler avec des personnes qui sont différentes, qui ont une approche différente, qui ont une façon de vivre différente, qui sont contraintes par des handicaps, mais qui ont aussi une approche différente. Ça, c'est très important. Et donc, juste en termes d'illustration, le sport peut accélérer l'inclusion des personnes handicapées. Ça, je pense que oui, ça va être ma conclusion, parce que les Paralympiques ont contribué à changer le regard sur les handicaps. On a vu beaucoup de moignons,
comme on dit. Il y a eu tout un débat sur les moignons. Mais finalement, il y a encore fort à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on a besoin, en fait, de travailler ensemble. Et nous aussi, on peut travailler pour toutes et tous. Voilà. Bonsoir, moi je suis très heureuse d'être speakeuse pour cette 3e et dernière présentation. C'est un défi pour moi parce que j'ai peur de parler en public. Entre nous, j'ai aussi peur des nombrils, mais je me suis dit que ce serait moins captivant comme sujet, donc je voulais épargner. Et sans rire, on s'est tous, à un moment donné, retrouvés à devoir faire preuve de courage pour oser faire quelque chose. Que ce soit oser sauter en parachute, oser dire je t'aime, oser sourire après avoir mangé de la salade aussi. On a tous des challenges différents, mais pour la plupart d'entre nous, humains je veux dire, le challenge le plus commun, c'est le fait d'oser s'exprimer publiquement. Et si on vous laissera tranquille avec votre peur des serpents ou des araignées, le fait d'oser dépasser cette peur de parler en public, vous en entendrez parler toute votre vie. Et ça, c'est parce que montrer ce qu'on fait et dire qui on est, c'est se réaliser. Et c'est hyper important sur l'échelle sociale. Mais alors, je le disais, on n'a pas tous peur au même niveau. Il y a certaines personnes qui ont toujours adoré ça, parler en public. Entre nous, j'en connais pas beaucoup. En revanche, je connais beaucoup de personnes qui ont appris à aimer ça. Et j'ai envie de m'adresser, du coup, à toutes ces personnes qui aimeraient prendre du plaisir à parler en public, qui peut-être ont déjà essayé, en vain, ou qui ne savent pas comment dépasser cette peur. Moi, c'est Clara, j'ai 28 ans, et j'ai toujours été hyper stressée, en fait, à l'idée de parler devant des gens, disons plus de 3 personnes. Pour moi, quand il y a 4 personnes, c'est déjà un public, donc c'est déjà beaucoup. Je suis ni coach, ni psy, je travaille dans l'événementiel, moi, mais j'ai toujours été fascinée par ces personnes qui savent parler, qui peuvent vulgariser n'importe quelle idée, peu importe le contexte et peu importe l'audience. Du coup, j'avais envie de faire des recherches sur ça pour pouvoir dépasser cette peur moi aussi. J'avais déjà besoin de comprendre combien de personnes sont concernées par le sujet. Parce qu'on sait qu'on est nombreux à être timides, à avoir peur de parler. Mais en fait, vous savez quoi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris que déjà, la peur de parler en public, c'est en fait la première phobie mondiale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plus peur de ça que de la peur du vide ou qu'une mise en prod un vendredi soir, par exemple. D'ailleurs, est-ce que vous savez de quoi on se parle? Comment ça s'appelle la peur de parler en public? Est-ce que quelqu'un sait? Non? On parle de glossophobie. Voilà, c'est pour la petite culture. Je vous ai mis des paillettes pour illustrer ce dont souffre 75% de la population mondiale. Mais du coup, la question, c'est si on est si nombreux à en souffrir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé de solution toute simple aujourd'hui et on est encore autant à galérer, à stresser avant une prise de parole ou une présentation importante? Du coup, comme tout le monde, j'ai cherché sur Internet. Parce que sur Internet, vous aurez des tonnes d'articles, des vidéos, des choses comme ça. Mais en fait, ce qui est hyper frustrant, c'est qu'ils disent tous la même chose. C'est que pour dépasser sa peur de parler en public, il faut prendre confiance en soi, éviter de se comparer aux autres, faire de la danse ou du théâtre, ça revient beaucoup aussi. Mais moi, je me disais, mais c'est chouette, mais ça, faire de la danse, du théâtre ou autre, c'est ce que j'aimerais faire justement parce que j'ai plus peur de parler en public. C'est l'objectif qu'on est censé atteindre, c'est pas le chemin qu'on peut faire. Mais alors voilà, je l'ai fait mon petit chemin de mon côté. Et du coup, je suis là devant vous ce soir quand même, et je vous promets que j'ai pas été forcée, j'ai été volontaire, je l'ai vraiment voulu. D'ailleurs, merci le collectif Go for Women pour ça. Et en fait, j'ai envie de me montrer à moi-même et puis de vous montrer à vous que même si on a peur, comme peut-être 3 personnes sur 4 dans cette salle ce soir, on peut le faire, on peut vraiment y arriver. Et si je suis là ce soir devant vous, du coup, c'est pour vous montrer comment faire. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du cerveau. On va décortiquer comment ça fonctionne, d'où ça vient, cette peur, pourquoi est-ce que certaines personnes en ont plus peur que d'autres, est-ce que ça évolue, et après on passera sur la mise en pratique. Donc cette question, d'où est-ce que ça vient, la peur de parler en public? Après tout, on parle très bien tout seul chez soi, par messages vocaux, entre amis, en famille. On le ressent en fait, tout est différent à partir du moment où il y a une certaine audience devant nous. Cette différence, c'est les autres, c'est le regard qu'ils vont pouvoir porter sur nous et le jugement potentiellement négatif qu'ils vont faire. Mais jusqu'ici, en fait, c'est OK parce qu'on est des êtres humains de relation. Donc, par définition, on va avoir peur de se faire juger par les autres. On va avoir peur d'être rejeté.
Le fait de faire attention au regard des autres, ça va nous permettre d'acquérir des codes sociaux pour être acceptés en société et ne pas s'en faire rejeter. Et cette peur du rejet, elle date pas d'hier. Elle date en fait de la période où on vivait encore en tribu, en petits groupes. À ce moment-là, le fait de faire partie d'un groupe, c'était plutôt une question de survie. Parce qu'à défaut, se retrouver seul, c'était devoir chasser seul ou faire face aux prédateurs seul. C'est à ce moment-là qu'une partie de notre cerveau il est composé de 3 parties, qu'une partie de notre cerveau, du coup, le cerveau reptilien, s'est développé. Aujourd'hui, c'est la partie du cerveau qui va traiter la manière dont on gère le stress, notamment. Donc, aujourd'hui, si vous vous faites rejeter d'un groupe, c'est blessant, certes, mais ça ne constitue pas une question de vie ou de mort. Ce qu'il faut vous dire, c'est que votre cerveau, lui, il ne va pas être capable de faire la différence entre les tribus d'hier et les réunions d'aujourd'hui. Pour lui, qui dit audience devant soi, donc potentiellement un groupe, dit acceptation, sinon danger de mort. Donc, bref, on souffre tous à un moment ou à un autre du regard des autres. En revanche, et je voulais vous le partager ce soir parce que je suis tombée sur ça et c'est assez intéressant, certaines personnes vont naturellement en souffrir plus que d'autres de ce regard. Vous allez avoir les personnes, par exemple, plus empathiques, qui vont être davantage sensibles aux émotions du public et qui vont ressentir davantage le poids du regard. Vous allez avoir aussi les personnes perfectionnistes qui mettent la barre hyper haut parce qu'en fait, elles se sentent jugées sur ce qu'elles font et du coup, stressent davantage de ce regard des autres. Finalement, vous allez aussi avoir les personnes plus égocentrées qui se sentent tout simplement constamment observées et vont se mettre une pression naturellement eux aussi. Mais bref, peu importe qui on est et comment notre cerveau est fait, l'idée, ça va être de le calmer. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on fait attention au regard des autres parce que c'est important pour nous, c'est OK, on est des êtres humains de relation. Mais l'idée, c'est plutôt quelle valeur est-ce qu'on va apporter à ces autres ? À quel point est-ce que leur jugement va compter pour nous ? En fait, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on est hyper addict à la valorisation. On a besoin sans cesse d'être accepté, validé par les groupes. Mais sauf qu'il est là le souci, c'est que nos cerveaux, ils sont tous différents, donc on n'aura pas les mêmes perceptions et les mêmes avis. Vous pouvez prendre les commentaires sur Internet de n'importe quel sujet ou n'importe quelle personne, vous aurez toujours des commentaires hyper positifs comme hyper négatifs, donc à l'opposé, bien que sincères tous les deux. Avec vous, ce sera la même chose. Vous aurez toujours des personnes pour vous dire, quoi que vous accomplissiez, que c'est bien, et d'autres qui vous diront que c'est naze. Donc la première leçon, elle est là. C'est que, quoi qu'il arrive, la critique, elle est inévitable, et surtout, elle ne sera jamais unanime. Donc ça veut déjà dire que souvent, quand vous recevez des jugements positifs comme négatifs d'ailleurs, ça a plus à voir avec l'audience qui vous fait ces jugements-là, plutôt qu'avec vous-même. L'idée qu'on apprend dans ces premières recherches, c'est que pour réussir à parler en public, la clé, ce serait d'arriver à se détacher du regard des autres. En fait, le fait de porter moins d'attention au fait d'être valorisé, ça fera qu'on fera moins attention aussi aux retours négatifs que l'on pourrait avoir, parce qu'on en aura forcément. Mais ok, mais comment on fait ? Parce que c'est ça le truc. Mais en fait, la clé, elle réside dans la balance que l'on va pouvoir faire entre ce fameux regard de l'autre versus le regard que l'on se porte sur soi-même. Le fait de savoir qui on est, si on est légitime à donner cette présentation, pouvoir se situer tout simplement. Mais en fait, c'est pas si facile à faire parce que de la même manière que nos audiences sont toutes différentes, nous aussi, on va avoir une manière de se conscientiser qui est différente par rapport à notre éducation, par rapport à notre capacité d'introspection. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est beaucoup à rester bloqué à ce stade-là. C'est que aujourd'hui, on peut très bien situer les autres. On a conscience des autres, on peut les décrire. Mais on a beaucoup de mal à se décrire soi-même, à se dire, finalement, qui est-ce que je suis ? Et c'est ça le sujet, en fait. C'est que pour retirer un petit peu son attention du regard des autres, c'est qu'il va falloir davantage porter son attention sur nous-mêmes. Il va falloir réellement être capable de répondre à cette question « qui suis-je ?» et du coup, développer ce qu'on appelle la conscience de soi. Donc c'est ça dont on va parler. La conscience de soi, donc c'est ce qu'on cherche, c'est la capacité d'être à l'écoute en fait de ses émotions, de ses forces, de ses faiblesses. C'est le fait de pouvoir s'identifier et du coup mieux appréhender le regard des autres parce qu'on saura se positionner par rapport à ces autres. Comment est-ce que ça fonctionne la conscience de soi ? En fait, c'est une sorte de synergie entre l'amour, l'affirmation, la confiance et l'estime de soi.
L'amour de soi, c'est assez parlant, je ne vais pas trop revenir dessus. L'affirmation de soi, ça va être la capacité à exprimer ses idées, à les affirmer tout simplement, parfois par rapport à d'autres idées. Donc c'est avoir suffisamment confiance en elles pour pouvoir les partager. La confiance en soi, pour la décrire, j'aime bien reprendre l'expérience du fait de se laisser tomber en arrière. Et c'est de se dire, si je faisais l'expérience avec moi-même, est-ce que je me ferais suffisamment confiance pour me laisser tomber en arrière versus est-ce que je me ferais confiance pour rattraper cette personne qui me tombe dans les bras. La confiance en soi, c'est ça, c'est vraiment se dire, je sais que je suis capable et je sais que je peux le faire, tout simplement. Et l'estime de soi, qui va nous intéresser davantage, c'est justement le fait de se sentir légitime, de se dire j'ai de la valeur. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que quand on dit je sais que j'ai de la valeur, c'est selon qui, selon quelle valeur, parce qu'on a tous nos critères différents. En fait, nos valeurs de perception, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elles nous viennent des autres, de notre éducation parentale, académique, et aussi de notre entourage plus tard, donc personnel comme professionnel. L'estime de soi, c'est ça qui est hyper tricky, c'est que même si c'est une des composantes les plus importantes de la conscience de soi, c'est aussi une des seules composantes, la seule composante qui se construit à travers le regard des autres. C'est les autres qui vont, à travers les messages qu'ils vont véhiculer et l'image qu'ils vont nous donner de nous-mêmes, nous permettre de développer cette estime. Comment ça fonctionne tout ça ? Vous ne pourrez pas avoir confiance en vous si vous n'avez pas un minimum d'estime. De même, vous ne pourrez pas affirmer vos idées si vous n'avez pas confiance en elles. Et l'amour de soi dans tout ça, on y reviendra plus tard, mais c'est ce qui va permettre de nourrir l'ensemble et de construire une conscience de soi solide. Donc moi, en comprenant ça, je me suis dit, ok, effectivement ça a du sens parce que moi, justement, je ne sais pas forcément me définir aujourd'hui, je ne sais pas dire qui je suis. Ça me vient ok, peut-être de mon éducation, de ci, de ça, je manque de ça, ok. Mais moi, la question que je me disais, c'est ok, mais si je fais ces recherches et que je comprends que peut-être je suis timide ou introvertie ou autre, est-ce que ça veut dire que je pourrais jamais prendre du plaisir à donner une conférence ou même que je serais jamais capable d'en donner une ? Je vais même vous partager une capture d'écran que j'avais faite, que j'avais envoyée d'un message que j'avais envoyé à un ami au moment de soumettre justement ce talk pour ce soir. C'était en juin, donc il y a à peine 3 mois. Et je lui citais le syndrome de l'imposteur en disant que je pensais en souffrir. Et je faisais le lien entre le fait que pour moi, faire une bonne présentation, c'était plus lié à l'âge et à l'expérience qu'à autre chose. En fait, si je vous partage ça, c'est juste pour vous dire que je suis vraiment sincère avec vous et que moi, je pars de là sur l'échelle de l'estime de soi. Et ce syndrome de l'imposteur, justement, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais on ne le conscientise pas assez. Pourtant, il est hyper important dans notre problématique parce que ce sujet, il traite à la fois du regard de soi et du regard des autres. Il s'inscrit fortement dans le cadre professionnel et d'autant plus chez les femmes, puisque mesdames, plus d'une femme sur 2 en a déjà souffert au cours de sa vie. Donc je vais faire une petite parenthèse sur le syndrome de l'imposteur. En fait, ce syndrome, il est souvent associé à l'image du fait de se sentir peut-être de trop dans une pièce, dans une équipe, dans un groupe, souvent parce qu'on va comparer nos compétences au reste du groupe. Pour être plus précis, le syndrome de l'imposteur, il va se ressentir lorsqu'on accomplit quelque chose avec succès et que quelqu'un nous félicite. En fait, on va se sentir un petit peu comme ça, on va se dire je comprends pas trop la situation parce que pour moi, ces félicitations, c'est pas forcément lié à moi, c'est peut-être un timing, j'ai eu un petit peu de chance, ou peut-être justement j'ai beaucoup travaillé, donc c'est le fruit de mon travail, mais n'importe qui aurait pu le faire, c'est pas forcément mon talent. Le syndrome de l'imposteur, lorsqu'on le ressent, ce qui est assez tricky, c'est que chaque situation de réussite, ça va nous donner davantage de pression, ça va pas nous donner confiance en nous. Parce qu'au contraire, on va se dire « Ok, j'ai les feux de projecteurs qui sont sur moi » et on ne va pas forcément se sentir capable de réitérer cet exploit. Donc c'est un vrai cercle vicieux. Et le syndrome de l'imposteur, en fait... Pardon, je suis perdue dans ce que je disais. Ah oui, le fait de savoir si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, ça ne va pas vous permettre de répondre à telle ou telle problématique, mais ça vous permettra au moins de gagner quelques détails sur qui je suis. Parce que si on en revient à notre petite feuille de route, se détacher du regard des autres et du coup cultiver sa conscience propre,
c'est ce qui nous permet justement de mieux nous définir. En fait, aujourd'hui, si certaines personnes aiment parler en public versus d'autres en sont tétanisées, c'est probablement que leur estime propre, elle est bien différente. Et on aura beau regarder X vidéos sur la confiance en soi, le sujet, il n'est pas là. Il va falloir vraiment apprendre à se dire, non pas comment est-ce que les autres me regardent, mais comment est-ce que moi je me regarde moi déjà, et comment est-ce que moi je vais pouvoir regarder les autres. Et une fois que vous aurez ces informations sur vous-même, vous vous direz, ok, je suis comme ci, je suis comme ça, blablabla, ne vous imposez pas de plafond de verre en fait en fonction de votre personnalité ou vos capacités. Parce que si vous voulez vraiment devenir ce speaker ultra charismatique qui sait hyper bien parler, vous y arriverez même si ça prendra du temps. En fait, la question à vous poser, c'est pas est-ce que j'en suis capable, mais plutôt comment m'en rendre capable. Et du coup, moi qui suis là devant vous ce soir et sachant d'où je viens sur l'échelle de l'estime de soi, je vais vous présenter les clés qui sont pour moi les vrais sujets sur lesquels vous focalisez. J'en ai établi 5. En 1, renseignez-vous. Renseignez-vous sur vous-même, sur votre enfance, votre éducation. Renseignez-vous sur vos peurs, qu'est-ce qui vous fait peur dans telle ou telle prise de parole ou tel projet dans lequel vous souhaitez vous lancer. Renseignez-vous aussi sur ce qui a déjà été fait. Moi, par exemple, je vous partage mes petites bibles que j'ai apportées là, donc on pourra en discuter. En 2, accepter. Il va falloir accepter que vous ne serez jamais parfait, que vous ne serez jamais expert. Accepter aussi que ça prendra du temps, tout changement, surtout si c'est un défi qui est assez important que vous souhaitez mettre en place. Acceptez aussi vos lacunes et considérez-vous plutôt comme un travail en cours plutôt que comme quelqu'un qui manque de ci ou qui manque de ça. Et puis, ce qu'on se disait, c'est accepter le regard des autres. C'est accepter que vous serez jugé, en fait, quoi qu'il advienne. En revanche, j'ai cette phrase qui est hyper importante à avoir en tête et quand on a le déclic, ça peut changer beaucoup de choses. C'est que si vous êtes responsable de ce que vous dites, lorsque vous vous exprimez publiquement, vous êtes rarement responsable des réactions de votre public. Je le disais, ça a davantage à voir avec eux qu'avec vous. En 3, définissez votre objectif. Et quand je parle d'objectif, c'est arriver à se donner quelque chose qui soit motivant et positif. Parce que se dire, mon objectif, c'est de ne pas tomber dans les pommes ou de ne pas vomir partout, ça, c'est ni motivant ni positif. L'idée, ça va être plutôt de transformer les choses qu'on peut avoir en tête, qui peuvent être assez limitantes quand on a peur, justement, transformer en vouloir être aimé, en vouloir inspirer, ou en vouloir être le meilleur, en vouloir donner le meilleur. Ça peut changer beaucoup de choses. 4, très important, c'est prenez les choses en main. Donc ça peut être sortez-vous les doigts, c'est en traduction. Allez-y petit à petit, ça prendra du temps, donc baby steps. Peut-être commencer par votre entourage. Si vous ne vous sentez pas vous-même dans un certain environnement, c'est qu'il y a quelque chose à changer. N'hésitez pas, si vous avez des personnes qui vous inspirent autour de vous, à tendre une main. Je le disais, on est des êtres humains de relation, donc en disant est-ce que tu peux m'aider, vous recevrez 10 mains en retour, parce que les gens adorent aider finalement, surtout quand c'est quelque chose qu'ils savent faire. Un des conseils les plus importants, ce serait travailler. Travailler, encore et encore. Acharnez-vous, mais battez-vous avec vous et pas contre vous, c'est ça le sujet. Travaillez sur vous-même, sur qui vous êtes, et travaillez sur votre sujet si vous souhaitez le porter. Parce que là, je vais citer notre ami David Laroche, mais l'entraînement, il rendra obsolètes les critiques. C'est-à-dire que si vous maîtrisez vraiment votre sujet, ce que vous recevrez en retour, potentiellement de négatif, parce que c'est ça qu'on redoute, ça vous glissera dessus. Et il y a une phrase que ma maman me dit toujours, c'est « n'attendez pas d'être parfait pour agir ». Déjà parce qu'on ne le sera jamais, et puis surtout parce que ça risque de prendre beaucoup de temps si on attend trop. Et en 5, qui paraît être le plus simple, mais qui en fait est le plus compliqué parce qu'on n'est pas tous capables de le faire, c'est « aimez-vous ». En fait, moi je vois beaucoup passer de livres ou de choses comme ça qui disent qu'on peut un petit peu hacker son cerveau avec des pensées positives, des petits mots par-ci par-là, mais à vrai dire, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pour que notre cerveau les intègre réellement, il faut être en pleine conscience, donc il faut en état méditatif. Donc je ne sais pas vous, mais moi par exemple la méditation, ça ne marche pas forcément hyper bien. Il y a plein d'autres techniques, franchement, si on s'y intéresse vraiment à mettre en place. Moi par exemple, le sport, je trouve ça fantastique pour le cerveau. Si vous faites un sport de type marche rapide ou course à pied,
qui vous permet de fixer un objectif, ben ça c'est top parce qu'en pratiquant ce sport-là, votre cerveau, il se dira « Ok, c'est une personne qui est capable de fixer un objectif, typiquement l'horizon ou un drapeau ou quoi, et d'y aller physiquement. » Ça, c'est trop bien parce que le cerveau, ça vous permet vraiment de gagner davantage de confiance. Et un dernier conseil qui paraît être un petit peu plus niais, c'est le fait de rester vous-même. Ça, on le répète souvent, mais on ne l'applique pas beaucoup parce que je disais, on est addict à la valorisation. Mais j'ai surtout envie de m'adresser aux personnes qui pensent souffrir du syndrome de l'imposteur parce que, en fait, ce syndrome-là, quand on en souffre, comme on a l'impression d'être imposteur dans la situation, on va très rarement en parler. On ne va pas dire moi je sens que je suis imposteur par rapport à telle personne. Donc on va se renfermer dans cette bulle et on va vraiment s'inventer ce personnage hyper facilement d'une personne qui aura davantage confiance en elle ou davantage d'estime. Mais sauf que déjà, à force de faire ça, vous passerez plus votre vie à paraître plutôt qu'être. Et ça, déjà, c'est vachement triste. Et puis, on se le disait, en fait, peu importe la personne que vous êtes, il y aura forcément des personnes qui vont vous détester et d'autres qui vont vous adorer. Donc, autant que les personnes qui vous aiment, elles vous nourrissent d'un amour sincère pour la personne que vous êtes vraiment, et autant que les personnes qui vous détestent, elles vous détestent vraiment et pas une version que vous aurez inventée. Pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, en gros, ça, c'est notre écosystème le plus commun, c'est-à-dire qu'on arrive bien à conscientiser les autres, on sait qu'ils sont là, etc., on sent leur regard sur nous, et notre estime de nous, du coup, elle est construite par rapport à ça. L'idée, ça va être de vraiment injecter cet amour de soi qui va nous permettre de s'apporter davantage d'attention à soi-même, du coup de laisser un petit peu ces autres qui nous font une estime de nous qui est très très faible, d'avoir cette estime de soi qui sera un petit peu plus saine pour du coup développer davantage la conscience de soi. Et si on peut mieux se conscientiser, on pourra mieux conscientiser ces autres et on pourra rééquilibrer cette petite balance dont je parlais au début. Sur ces 5 actions que je vous ai citées, leur point commun, c'est qu'elles ne concernent que vous, votre personne. Ça veut dire que personne ne pourra faire les choses à votre place. La clé, on se l'est dit, c'est le regard de soi, pas le regard des autres finalement. Donc commencez peut-être par apprendre à vous regarder vous, peut-être de la manière dont vous aimeriez qu'on vous regarde justement, et le reste suivra. Et quant à moi, si j'ai réussi du coup cette première présentation, c'est que vous en êtes capable pour de vrai, parce que j'étais vachement stressée et puis les collègues peuvent en témoigner. Donc voilà, à vous de jouer.